les entretiens du marquis. Bonjour à tous. Macron sifflé, Molimar complot, Schiappa adulé. Les journalistes en service après-vente de la Macronie. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal en m'aidant de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Poupou Palou, Sohan, VTT Pollux, Éric Bertrand, André Pin et 00 MFC. Des fidèles parmi les fidèles. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous les pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Oui, nous arriverons à bousculer la presse aux ordres. Parce que cette presse aux ordres, c'est le principal soutien d'Emmanuel Macron. Nous en avons 3 illustrations explosives ce week-end. Alors on va commencer par la première. Il y avait la finale du Stade de France et La Rochelle. Le président de la République descend sur la pelouse et vous imaginez bien que tout le stade siffle, conspue. Macron a été conspué lorsqu'il est descendu sur la pelouse du Stade de France pour la finale de rugby. Bravo! La presse a peu rapporté cette nouvelle. Dans le Figaro, elle est minimisée, il parle de quelques sifflets. La réalité, lorsqu'on écoute les vidéos, non, Macron a été, donc, comme le rappelle très bien Philippe Murer, fortement conspué. Mais certains journalistes vont encore plus loin. Macron est devenu presque populaire puisque personne n'a sifflé. Oui, vous entendez bien, c'est ce que rapporte par exemple Bruno Jeudi. Ni carton rouge, ni casserole au Stade de France pour la présentation des équipes de Toulouse et La Rochelle à Emmanuel Macron. Ce qui fait évidemment réagir Philippe Béchade parce que là, nous sommes dans une fake news, dans un rapport de propagande. Vous basculez dans une dimension par-delà le mensonge et le déni. Macron a subi une bronca de 80 000 spectateurs dans le stade et des millions de téléspectateurs en ont été témoins. Cette dimension s'appelle l'aliénation, étymologiquement devenir étranger à la vérité. Voilà, Bruno Jeudi est étranger à la vérité. Ils essaient donc d'imposer un narratif comme quoi tout serait redevenu normal après l'épisode des retraites. Et ils font la même chose avec le Covid. Les nouvelles sont très graves. Ce que nous apprenons sur la gestion du Covid, c'est extrêmement grave. Alors, ils sont en train de monter un narratif en parallèle. Voyez ce qu'on est capable de lire dans le Figaro. Oui, vous ne rêvez pas. Loin de la pandémie du Covid-19, au moins 16 000 décès dus à l'hydroxychloroquine. Ce résultat compile les données de 5 pays européens et des États-Unis pendant la première vague. Mais selon les chercheurs, il reste très sous-estimé. Lorsqu'on lit l'article, c'est à partir de données qui ne signifient rien, c'est un calcul au doigt mouillé. Vous avez bien compris, c'est une étude qui n'est pas très sérieuse. D'autant plus qu'ils prennent des données du fameux LancetGate. Vous ne rêvez pas. Alors, on a bien compris, le professeur Raoult avait donné une étude qui était irréprochable, il a dû se rétracter tant il a reçu une pression. Mais le mal est fait dans la population française, donc il faut compenser la victoire symbolique du professeur Raoult en livrant ce type, j'ai presque envie de dire, de faux documents. C'est une fake news. Et qui est derrière ? Allez, je vous le donne en mille. Quel est le professeur, celui qui est le plus accusé par l'ensemble de ses confrères, le plus mouillé avec l'industrie pharmaceutique? Bon, vous l'avez compris, c'est Molimar. En France, la prise d'hydroxychloroquine aurait ainsi, remarquez bien le conditionnel, parce qu'il n'y a rien de fiable dans le document qui est présenté dans le Figaro. La mort de 199 patients hospitalisés. Les chiffres aussi considérablement d'un pays à l'autre. Alors, on aimerait avoir où ces morts de l'hydroxychloroquine, ce n'est pas dit, bien évidemment. Ce sont des données farfelues, allant de 95 pour la Turquie à 1895 pour l'Espagne, pour le continent européen. Aux États-Unis, l'estimation atteint 11 890 décès. C'est un énorme scandale, car tous ces morts sont inacceptables. Elles étaient inévitables, s'insurge Mathieu Molimar, chef du service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux et membre de la CFPT. Voilà, vous ne rêvez pas, encore la même équipe de harceleurs, ceux qui ont été financés, en tout cas leurs amis, par le fonds Marianne. Toujours les mêmes personnes, ceux qui ont des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. C'est inouï. Et il continue. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, Pierre Chaillot montre que beaucoup de patients qui ont été diagnostiqués Covid, mais ne l'étaient peut-être pas, parce que justement, on leur a demandé de rester à la maison. Et
qui n'ont pas été soignés. Donc il y a ce scandale qui est en train de gonfler, et voilà ce qu'ils sont en train de faire. Je voudrais juste rappeler ce fameux Mathieu Molimar, hein. C'est le même qui testait avec des anticorps monoclonaux sans avoir informé certains de ses patients. On a souvent dénoncé sur cette chaîne les relations qui existent entre l'industrie pharmaceutique et la presse. Nous avons un très bon exemple, j'ai presque envie de dire de publi-reportage pour l'industrie pharmaceutique. Et puis, vous avez peut-être vu sur vos écrans, ça y est, Marlène Schiappa est une femme admirable. Vous avez les fonds Marianne qui montrent son implication, vous avez des journalistes qui montent au créneau pour la défendre. Alors, vous connaissez tous Marlène Schiappa. Ah non, ça, c'est pas Marlène Schiappa, c'est Peggy la cochonne. Bon, je suis un petit peu désolé, je me suis trompé dans mes photographies, mais il y a peut-être quelque chose entre les deux. En tous les cas, nous voyons donc des journalistes monter au créneau, et notamment ce Nathan Devers. Schiappa, dans ce gouvernement, elle est une des seules à être dans une vraie sincérité. Alors, on va s'arrêter sur ce mot vraie sincérité. Tous les hommes politiques ont des conseillers en communication. Marlène Schiappa, elle est briefée 24 heures sur 24. On a appris même que lorsqu'elle divorce, c'est Emmanuel Macron qui gère son divorce via de l'Élysée dans Paris Match. Et il nous parle de vraie sincérité. Il faut être sacrément, comment dirais-je, lié à Marlène Schiappa pour dire une contre-vérité pareille. Elle a des causes qui lui tiennent à cœur, qu'elle défend de façon originale. Alors j'aime bien le façon originale, elle parle de poser dans Playboy, c'est en effet une façon originale, mais l'originalité n'exclut pas certaines choses. Monsieur Nathan Devers, vous êtes normalien, vous devez quand même savoir cela. Il y a chez elle une forme d'authenticité, c'est important pour un ministre. Est-ce que c'est son côté un peu vulgaire qu'il nomme authenticité? Et on se dit, mais qui c'est ce Nathan Devers pour débiter autant de stupidité en 5 lignes? On cherche, et évidemment, on trouve, c'est un BHL boy. Et oui, toujours la même équipe. Et lorsque je parle d'équipe, je devrais peut-être parler de gang. En effet, Nathan Devers a été un des secrétaires de Bernard-Henri Lévy. Nous avons le même milieu, de Raphaël Enthoven, en passant par Marlène Schiappa, Sifawi, BHL, et ce fameux Nathan Devers. Autrement dit, vous avez un membre de ce gang qui monte au créneau pour défendre un autre membre du gang. On en a assez de cette collusion entre les journalistes et le petit monde de la Macronie. Et lorsqu'on dit qu'ils ne font pas leur travail, eh bien, regardez par exemple cette nouvelle. Nous avons en effet appris que des antifas ont attaqué une fois de plus des membres de Reconquête. Après des invectives de part et d'autre, antifas et partisans d'Éric Zemmour en sont venus aux mains. Et Thierry de Montbrial s'insurge. La complaisance de certains médias envers les antifas, milices d'extrême gauche aux méthodes fascistes, est hallucinante. Nouvelle illustration ce jour à Brest, où une séance de dédicace de Zemmour a été violemment attaquée par ces nervis rouges adeptes de violence politique. Un journaliste honnête aurait rapporté que des militants de Reconquête pacifique se rendaient à la signature d'un livre lorsqu'ils ont été attaqués par des milices fascistes antifa. Or, que font les journalistes? Ils mettent à égalité les antifas et des personnes qui sont souvent âgées qui vont voir Éric Zemmour. C'est une honte absolue. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, les patriotes en France, c'est peut-être plus de 50%. Alors certes, il y a des nuances entre les partis. Il y a ceux qui sont plutôt pour le Frexit, ceux qui sont pour une collaboration avec l'Europe, mais il n'en reste pas moins que les idées générales anti-Macron dépassent les 50%. Est-ce que les journalistes travaillent là-dessus? Jamais. Et puis, je voudrais aussi parler de ce genre de nouvelles qui passent véritablement en dessous des radars. L'aide médicale d'État qui offre la palette de soins gratuite aux clandestins coûte 1,2 milliard d'euros par an. Le gouvernement choisit de diminuer les remboursements des soins dentaires pour les Français. Mais il ne touche surtout pas à l'AME. Et au tweet de Jordan Bardella, il faut ajouter les milliards qui ont été dépensés inutilement pendant la période Covid. Ce gouvernement nous a ruinés. Il est donc obligé de nous faire porter le chapeau de son incompétence, de nous faire payer la note. Alors, le gouvernement est au plus mal et vous avez le service après-vente de la Macronie, les journalistes, qui s'activent. Macron est élu au Stade de France, circuler, il n'y a rien à voir. Schiappa est accusé dans les fonds
Marianne, non, c'est une femme formidable. Vous avez les soins dentaires qui ne sont plus autant remboursés. Non, non, mais Emmanuel Macron s'occupe de votre santé. Quant à Didier Raoult, son hydroxychloroquine est le principal responsable de tous les morts pendant la période Covid. Vous imaginez ce qu'ils sont capables de faire. Alors, nous, qu'est-ce que l'on peut faire, nous? Parce que souvent, vous me dites, oh là là, on est obligé de subir. Eh bien, il faut justement se réunir. Nous sommes le 18 juin, le général de Gaulle avait lancé un appel. Eh bien, lorsque nous nous réunissons, lorsque nous agissons, nous sommes capables de faire reculer ce gouvernement. Regardez ce qui se passe à Marseille, non pas à Lyon, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo. À l'heure actuelle, vous êtes près de 8000 à avoir signé la pétition. Oui, les gens se réunissent et quand ils se réunissent, ils font reculer le gouvernement ou ses sbires. Voilà, vous avez compris, c'est à nous de réagir, c'est à nous de faire vivre la liberté dans ce pays et de ne pas se laisser imposer une dictature. Parce que vous le savez, le gouvernement Macron n'a plus que cette solution pour tenir debout. Regardez ce qu'ils sont capables d'imaginer. En Europe, les gouvernements s'apprêtent à autoriser l'espionnage de journalistes. Pourquoi ? Pour connaître l'origine de leurs sources. Si un journaliste n'a plus la sécurité des sources, il ne pourra jamais plus faire son travail. Il ne pourra jamais plus proposer un article de fond contre les politiques des gouvernements. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent autoriser l'espionnage des journalistes. J'espère que les syndicats de journalistes vont se révolter contre cette mesure. Sans transition, nous allons maintenant passer à la page internationale. Vous avez eu le sommet de Saint-Pétersbourg et le président Vladimir Poutine nous a rappelé une phrase de notre président français Jacques Chirac. Jacques Chirac, lorsqu'on lui a demandé, dit Vladimir Poutine, pourquoi les dirigeants américains se comportaient ainsi envers nous, les Russes, il a répondu parce qu'ils ne sont pas civilisés. Et je crois qu'en effet, il y a une frange des néo-conservateurs qui sont d'authentiques brutes. Ils sont prêts à sacrifier la vie de millions de personnes pour servir de petits intérêts, pas les intérêts des USA, non, les intérêts de grandes sociétés américaines. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce SPIF ? Puisque j'ai parlé du forum de Saint-Pétersbourg. D'après la presse aux ordres, la Russie serait isolée. Eh bien, on apprend qu'il y avait plus de 130 pays qui étaient là, qui étaient réunis à Saint-Pétersbourg du 14 au 17 juin. À ce forum, la Russie attend la signature de nombreux accords internationaux et nationaux. Sinon, toujours dans l'actualité du président Vladimir Poutine, vous savez qu'il a rencontré une délégation africaine qui se proposait de faire une médiation de paix entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine a refusé la médiation africaine. Et Vladimir Poutine, lorsqu'il a rencontré ses homologues africains, a dit qu'il était prêt à un dialogue constructif pour la paix. Mais pour avoir un dialogue constructif, il faut un interlocuteur fiable. Autrement dit, le président ukrainien, manifestement, ne correspond pas, selon la définition du président russe, à un interlocuteur fiable. Et pourquoi la Russie peut se permettre d'attendre ? Regardons un petit peu le reportage de TF1 dans les tranchées russes. Et que voit-on dans ce reportage ? Que les Russes sont bien en place, que leurs tranchées sont très bien faites, que manifestement ils sont sereins et on comprend qu'il y a peut-être de très fortes pertes du côté ukrainien. Eh bien, pour Vadim Omoshenko, l'ambassadeur ukrainien, cela est inadmissible de faire un reportage à peu près convenable. Ce reportage de TF1 aux côtés des soldats russes omet qui est l'agresseur. Ce n'est pas du journalisme. Eh bien si, pour la première fois, c'était à peu près du journalisme, mais la promotion de l'armée terroriste russe qui se vante de tuer plus d'Ukrainiens. Un contraste saisissant avec la solidarité que nous ressentons ici en France. Cela fait évidemment réagir Thierry Mariani. Visiblement, l'ambassadeur d'Ukraine, en France, regrette la liberté d'information. En France, où certains médias essaient de ne pas sombrer dans la propagande dominante, qu'il se console en regardant LCU. Voilà une chaîne télé qui devrait le satisfaire pleinement. J'ai aussi visionné les excellentes émissions de Xavier et de Régis de Castelnau qui a eu pour invité Hervé Carès, un colonel de l'armée française. Celui-ci a rappelé qu'au début de l'offensive russe, il y avait à peu près 700 000 soldats ukrainiens au combat. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne serait de 360 000 soldats. Quand on sait qu'il y a eu de nombreuses vagues de conscrits,
Où sont passés tous ces soldats ukrainiens? Quel est le véritable bilan? En tous les cas, avec ces chiffres, on a les cheveux qui se dressent sur la tête. Et il y a des BHL, il y a des Pujadas qui appellent à la guerre à outrance. Facile lorsqu'on est sur un plateau de télévision ou dans son riad au Maroc. En tous les cas, le bilan de la contre-offensive est à peu près unanime. Tout le monde a bien compris que les armées ukrainiennes sont stoppées et qu'elles ont de très lourdes pertes, tant en hommes qu'en matériel. Et on a l'impression qu'à travers les communiqués récents de la Maison-Blanche, il n'y a plus tout à fait le même optimisme. Regardez ce qu'a dit, par exemple, Joe Biden. Joe Biden n'attend pas rendre plus facile l'adhésion de l'Ukraine. L'Ukraine ne bénéficiera pas de traitement de faveur, alors qu'on nous avait expliqué exactement l'inverse il y a une semaine. Pour son processus d'adhésion à l'OTAN, a indiqué le président américain en assurant qu'elle devra respecter tous les critères. Or, l'Ukraine ne respecte pas ces critères. Voilà, vous êtes au courant, Joe Biden ne veut pas que ce conflit vienne perturber sa campagne électorale et on sent un changement de ton. C'est une affaire à suivre. Voilà, si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux, à m'écrire des gentils messages et je vous souhaite un excellent dimanche, ce dimanche 18 juin, une date importante pour nous gaullistes. Au revoir.